Bienvenue à tous sur Medi 1 TV Afrique. En 2009, le réseau des femmes africaines pour le développement et la communication a entrepris le projet sur la liberté d'information et les droits de la femme en Afrique. Ce projet a permis de voir comment les femmes africaines se sont investies dans la promotion de la liberté d'information dans leur pays. Aujourd'hui, notre émission s'intéresse à la promotion des droits des femmes à travers les médias en Afrique. Bienvenue à nos invités. Nous recevons M. Augustin Tapé. Il est journaliste, consultant, formateur en journalisme sensible aux gens. Monsieur Augustin Tapé, très heureux de vous recevoir. Moi également. Bonjour à toi, Thomas. Avec nous dans le studio, Elodie Essi-Odo. Elle est la secrétaire générale adjointe de l'Association des femmes juristes de Côte d'Ivoire. Merci d'avoir accepté notre invitation. Tout le plaisir est pour nous. Nous allons justement commencer par la femme. Il est question aujourd'hui de droits des femmes. Et vous êtes membre d'une association qui est l'Association des femmes juristes de Côte d'Ivoire. Dites-nous un peu vos missions au sein de cette association. L'Association des femmes juristes de Côte d'Ivoire, d'abord, a vu le jour à l'occasion de rencontres des femmes de carrière judiciaire qui ont fait le constat que les femmes ignorent leurs droits. La population générale, mais surtout les femmes. Et donc, ces femmes ont décidé de créer l'Association des femmes juristes de Côte d'Ivoire pour vulgariser le droit, pour simplifier le langage juridique à toute la population, particulièrement à l'endroit des femmes. Et la mission de l'Association des femmes juristes de Côte d'Ivoire est le respect des droits de la femme, le respect des droits de la famille et également l'accès à la justice, que cet accès à la justice soit une réalité pour tous en Côte d'Ivoire. D'accord. La plupart du temps, quand on parle de promotion des droits de la femme, les femmes sont devant. Elles prennent des initiatives, elles font des activités, mais il y a aussi des hommes, à travers leur métier, notamment le journalisme, qui défendent les femmes, et vous en faites partie, M. Augustin Tapé. Alors justement, comme je l'ai dit habituellement à tous ceux qui me posent la question, ce serait encore plus intéressant que les hommes se mettent devant pour ce combat contre les discriminations que vivent les femmes. Et c'est un atout majeur. Et le deuxième atout, je suis journaliste qui va éveiller les consciences pour essayer de changer les comportements. Donc, comme je le dis toujours, je suis un Iforchi, selon la définition de ONU Femmes. Lui pour elle, tout simplement, c'est la traduction qu'on peut retrouver de l'anglais au français. On défend également les droits des femmes, bien qu'étant des hommes. Et vous faites du journalisme sensible aux gens. On pourrait demander quel est ce type de journalisme qui est sensible aux gens. Voilà, vous faites bien de poser la question, parce que quand on parle de type de journalisme, je voudrais, comme je le fais habituellement, faire un petit jeu de mots. C'est que le journalisme sensible aux gens, c'est un journalisme à part entière et non un journalisme entièrement à part. Aidez-nous à comprendre. Voilà, pour dire tout simplement que c'est d'abord du journalisme. Parce que comme vous l'avez dit, type de journalisme, on a l'impression que c'est une autre forme de journalisme. Rien n'est inventé, les bases sont les mêmes. Voilà, les bases sont les mêmes. Ce journalisme est un journalisme à part, dans son entièreté, avec le respect des principes qu'on connaît tous, les règles de déontologie, de l'éthique et de la déontologie. D'accord. Et ça, ce sont les éléments importants. Maintenant, la particularité de ce journalisme, c'est que c'est un journalisme qui intègre la dimension genre. C'est pourquoi, justement, il y a le mot journalisme sensible aux gens. Mais cela signifie qu'on prend en compte les préoccupations des hommes et des femmes. Ça veut dire quoi? Devant les discriminations que vivent les femmes, les journalistes ou bien le journaliste sensible aux gens doit tenir compte des problèmes, des réalités que vivent les femmes, les violences basées sur le genre qu'elles vivent. On a aussi les VFF, on aura le temps certainement d'en parler au cours de l'émission. Mais c'est un journalisme engagé qui lutte pour les causes sociales justes et qui permet de changer les comportements. Voilà ce que je pourrais dire. Ok, Elodie, tout à l'heure vous le disiez, les femmes, la plupart du temps, ignoraient leurs droits. Je voudrais qu'on fasse un état des lieux aujourd'hui. En Afrique et certainement en Côte d'Ivoire que vous maîtrisez mieux, quel est l'état des lieux quant à l'ignorance ou non des droits des femmes par elles-mêmes? Oui, avant de parler de la situation actuelle, on va repartir un peu en arrière
à l'entrée des indépendances, la Côte d'Ivoire, à la section de la Côte d'Ivoire à l'indépendance, on a eu l'adoption de textes de loi. Et la loi de 1964 minorisait la femme dans la gestion de ses biens, dans la vie courante, si bien que on conférait des droits à l'homme sur la femme. Mais cette inégalité part de nos traditions. Donc, pour la femme, pour tout acte qu'elle doit poser, doit se référer à son mari. Pour qu'elle puisse travailler, il fallait l'autorisation de son mari. Et avec l'autorisation, le monsieur pouvait permettre à la femme d'avoir un salaire ou non. Il pouvait autoriser sa femme à ouvrir un compte bancaire ou non. Donc tout se rattachait. La femme mariée était un peu comme un mineur aujourd'hui qui devait avoir l'autorisation de son mari dans la vie, dans la gestion de ses biens ou dans le foyer. Comme s'il n'avait pas toute la maturité. Voilà, comme je disais, on la minorisait. Et ça, cette inégalité, comme on l'a dit, part même de nos traditions. Parce qu'aujourd'hui, on parle trop de droits des femmes, mais il faut que les gens comprennent que les droits des femmes, c'est nouveau en Afrique. Parce que la femme est longtemps restée sous la domination de l'homme. Et les droits ont été reconnus à la femme avec les indépendances. Et avec l'évolution des mentalités, ces droits-là sont passés d'un point A à un point B. En tout cas, en Côte d'Ivoire, on se réjouit des avancées notables d'un point de vue, je le dis toujours, d'un point de vue juridique, parce qu'on a la base légale. Et si on veut maintenant analyser sous un autre angle, que ce soit politique ou que ce soit d'un point de vue de la société, on pourrait apprécier diversement. Mais pour nous, les juristes, il y a matière pour pouvoir travailler. Aujourd'hui, il y a l'autonomisation financière. La femme peut ouvrir un compte sans l'autorisation de son mari, peut exercer un travail sans l'autorisation préalable de son mari. Aujourd'hui, la femme, avec surtout les dernières réformes, la femme aujourd'hui participe, décide au niveau du foyer, qui est la base, au niveau de la famille, qui est la base de la société. Aujourd'hui, l'État, le droit reconnaît à la femme de pouvoir participer et emmène l'époux à prendre en compte la vie de son épouse on parle de gestion conjointe du ménage. Donc, pour nous, il y a une avancée. Ça, c'est au niveau civil. Mais même quand on prend d'autres aspects, par exemple au niveau du code de la nationalité, de la même manière, l'homme ivoirien qui épouse une étrangère peut donner la nationalité à cette dernière. La femme ivoirienne qui épouse un étranger peut lui donner également la nationalité dans les mêmes conditions, tout comme l'homme. Si on vient au niveau des violences faites aux femmes, les mutilations génitales féminines qui étaient comme une tradition, aujourd'hui sont reconnues comme une infraction et donc interdites. On protège la femme au niveau même des violences. Avec le nouveau code pénal, on admet le viol, peu importe la relation entre l'auteur et la victime. Ce qui veut dire qu'une femme peut porter plainte contre son époux pour viol. Et ce sont des avancées notables qu'on se félicite. D'accord, on aura l'occasion certainement d'en parler tout de suite. Monsieur Augustin Tapé, il y a vraiment des avancées notables. Parler de point A, point B, mais on pourra dire même que nous sommes au point Z, enfin pas Z parce que ce serait la fin, il y a beaucoup de choses à faire, mais on est encore certainement au milieu. Qu'est-ce que vous dites de tout ce que les ONG ont fait, contribuant donc à ce que nous voyons aujourd'hui? Alors justement, sur l'arsenal juridique, elle a dit il existe, mais ça c'est sur papier, mais dans les faits, il faut reconnaître que on parle d'avancées notables, mais il n'y a pas encore véritablement, on n'a pas encore atteint l'objectif qu'on voudrait atteindre. Mais concernant les organisations, les ONG dont vous parlez, je pense que les ONG jouent un rôle important sur le terrain dans la sensibilisation. Et pour avoir couvert certaines activités de ces ONG-là, on a constaté qu'elles sont vraiment sur le terrain, mais elles ont vraiment des difficultés d'évoluer en termes de projets et tout ça.
soutien, je dirais, de l'État aussi, pour qu'elles puissent implémenter les différents projets. Et je pense que les ONG jouent leur rôle sur le terrain pour que les changements de comportement puissent survenir. D'accord. On revient toujours au niveau de l'association des femmes juristes de Côte d'Ivoire. Quand on parle de juriste, on pense aux textes de loi, ainsi de suite. Parlons de la réglementation des textes qui ont été pris en faveur donc de la promotion ou du respect des droits des femmes en Côte d'Ivoire. Oui, les textes qui ont été adoptés contribuent à l'égalité homme-femme. Je le disais tantôt, la réforme de 2013, le 25 janvier 2013, on a eu la modification de 4 articles. Ces articles qui ont beaucoup fait parler. On voyait les médias, à tort ou à raison, caricaturer en dessinant un homme qui a l'enfant au dos en train de piler, la femme qui lui dit après il est à la vaisselle. La femme est devenue chef de famille. Voilà. Gestion. Or, bon, on aurait voulu que ce soit au moins qu'on puisse mettre l'ancienne version de la loi et la nouvelle version de la loi pour que les gens puissent comprendre. Parce qu'avant, où on parle, bon, c'est vrai que la notion de chef de famille a été supprimée. On ne dit pas qui est chef de famille. La loi parle de la gestion conjointe. Et là où l'article 59 dit l'homme est le chef de famille. Et à ce titre, il pourvoit à tout ce qui est nécessaire à la femme. Aujourd'hui, on dit l'homme, chacun des époux, a ses gains et salaires et à la libre disposition de ses biens après avoir contribué aux charges du ménage. Ici, il n'est plus question de chef puisque la loi reliait la notion de chef de famille au pouvoir économique. Et comme on dit que la femme a tout aussi la capacité, et moi je pense qu'avant même cette loi, nos mamans le faisaient déjà, participaient aux charges de la famille. Et la loi est venue reconnaître à ces braves femmes qui se réveillent à 3h, à 4h du matin, qui par leur commerce soutiennent la famille. La loi est venue pour reconnaître le travail qu'elles font. Même l'article 67 qui parle du domicile. Dans les faits, l'homme n'a pas toujours le temps. C'est la femme qui va chercher, qu'elle trouve une maison, elle informe son mari que « Ah, j'ai trouvé une maison », les deux vont visiter. Quand ça convient au couple, ils signent le contrat de bail. Donc plus ou moins, ça se faisait plus ou moins. Voilà, ça se fait. Dans les faits, en ce qui concerne cet aspect-là, ça se faisait déjà. Donc pour moi, comme je le dis à chaque intervention, la loi est venue consolider ce qui se faisait dans la pratique. D'accord. Voyons cela au plan politique et économique, les droits des femmes. Aujourd'hui, on parle de 30% pour que les femmes soient suffisamment représentées dans les postes décisionnels. À quel niveau est-ce que nous en sommes aujourd'hui? Bon, certainement que la juriste aura le temps de donner son point de vue là-dessus. Bon, je pense que pour nous qui avons quand même travaillé là-dessus aussi, parce qu'on a couvert beaucoup d'activités sur l'adoption de ce projet. C'était d'abord un avant-projet, mais c'est devenu maintenant un projet de loi qui institue un quota minimum de 30% de femmes sur la liste des partis politiques présentant des candidats aux élections et dans toutes les assemblées élues, il faut bien préciser. Hein, parce que on a constaté que, comme l'a dit madame tout à l'heure, les femmes sont victimes de violences. Quand on parle de violence, ce n'est pas seulement la violence physique, les gens voient faussement. Il y a les violences verbales, le fait même de contrecarrer une femme pour avoir accès par exemple à un poste de décision dans un parti politique, c'est aussi une violence. Nous, en tant que journalistes sensibles aux gens, et sur cette base-là, nous militions pour le système, pas le système de quotas, mais de la parité. Mais il s'est trouvé que les gouvernants ont plus opté pour la question du quota. Bon, on s'en satisfait pour le moment, mais ce que je pense, c'est que les choses traînent encore. Certainement que la juriste aura le temps d'en parler, mais moi je trouve que les choses piétinent encore. Et il faut que chacun puisse jouer son rôle pour faire avancer les choses. D'accord, madame la juriste, vous avez été citée nommément, donc il faudrait nous dire quelque chose à ce sujet. Oui, concernant la question de la participation politique de la femme, effectivement, les débats étaient partis de la parité
Et après, on est revenu au quota. Mais même quand on dit dans les postes sélectifs, moi je vais aller plus loin. La première femme qui est entrée au gouvernement en 1975, une femme nommée ministre de la Condition féminine. En 90, on passe d'une femme à 3 femmes. Et ensuite, aujourd'hui, quand on regarde, qu'on prenne les membres du gouvernement, au niveau du Sénat, au niveau de l'Assemblée nationale, on n'atteint pas le quota des 30%. On oscille entre 10 et 20%. Il n'y a pas suffisamment de femmes qui peuvent assurer? Il n'y a pas suffisamment de femmes qui puissent assurer? Ou non, on fait pas assez de place? il y a des femmes qui peuvent assurer et vraiment très aisément ces postes-là. Mais on ne sait pas où est-ce qu'il y a le gap. Mais toujours est-il qu'il y a des femmes compétentes qui sont là. Mais il faut dire que la politique, telle que vécue sous nos cieux, donnerait plus d'une à... Enfin, amènerait plus d'une à être réticente. Mais si on enlève, si on part, si ce n'est pas forcément les partis politiques qui doivent proposer, et même dans les partis politiques, je me rappelle, j'avais participé avec une consultante à l'étude les violences faites aux femmes dans les partis politiques. Et on devrait rencontrer maintenant les responsables des partis politiques pour leur présenter les résultats des études et en même temps faire un plaidoyer. Mais avant même qu'on ne parle, dans certains partis politiques où nous sommes rendus, les femmes elles-mêmes se sont libérées. Elles disaient un peu en substance, quand il s'agit de mobilisation, vous connaissez les femmes. Quand il s'agit d'organisation, de préparation, là, on nous reconnaît des capacités. Mais quand il s'agit de pouvoir être à la tête, on nous parle de CV, on nous parle, on définit d'autres critères. Pourquoi est-ce que ces critères-là, ce que les femmes disaient, pourquoi est-ce que ces critères ne sont pas mis en avant pour faire des mobilisations? Pourquoi ces critères ne sont pas mis en avant dans le travail même de base? Et donc, avant qu'on ne parle, on s'est rendu compte que les femmes elles-mêmes sont conscientes de ce qu'elles vivent au sein des partis politiques et nous ont dévancé pour dire qu'il y a même au sein des partis politiques, il y a des compétences. Mais bon, peut-être cela viendra avec l'appui des médias. D'accord, très bien, vous faites bien. Pour justement répondre, ajouter à ce qu'elle a dit, la situation est vraiment très complexe. C'est-à-dire que, comme elle l'a indiqué, les femmes sont dans la conception même de leur rôle en société, les femmes sont reléguées à des tâches domestiques. Et justement, ça se répercute encore au niveau des partis politiques. Et je me pose toujours la question de savoir combien de femmes occupent la tête d'un parti politique. Il y en a certes, mais c'est quand elles-mêmes, elles créent le parti. Et justement, dans les partis où elles militent, elles sont carrément reléguées au second plan, ou bien même elles n'ont pas de tâches qui permettent de prendre des décisions. Et justement, sur la participation politique des femmes, pour avoir travaillé là-dessus également, on a constaté que les chiffres sont parlants. Il y a une ONG qui s'appelle le GOF, qui est le groupement des organisations féminines pour l'égalité hommes et femmes, qui est dirigée par Mme Rachel Gogua, en partenariat avec l'Institut national de la statistique, donne les chiffres suivants. C'est des chiffres qui sont parlants. 41 ministres, 29 femmes. 29 femmes, 255 députés, 8 femmes, 66 sénateurs, 15 femmes sur 200 maires. C'est-à-dire que le reste, vous faites la différence, 15 sur 200, le reste c'est pour les hommes. Mais tout ça, c'est au départ, les femmes n'ont pas eu l'occasion de présenter leur candidature. Je veux dire qu'on n'a pas présenté leur candidature, puisque, comme on le dit, on pose toujours le problème de la compétence. Est-ce que les femmes sont compétentes? On met toujours un homme en avant. Alors que on en est à l'école ensemble avec les hommes et les femmes. Elles ont obtenu les mêmes diplômes que les hommes. Et l'expérience a montré qu'elles ont beaucoup plus de capacités parfois que les hommes. Pourquoi quand c'est le moment de nomination,
les femmes ne sont pas nommées, on commence à poser des problèmes. Et tout ça, c'est parce que ceux qui agissent de cette façon, moi je le dis toujours, ils sont encore aveugles du genre. D'accord. Abordons la question des médias. Qu'est-ce que les médias font justement pour la promotion du droit des femmes? Vous allez en parler tout à l'heure, mais vous avez aussi de l'expérience avec les médias. Quand bien même vous n'êtes pas journaliste, mais vous collaborez avec eux. Qu'est-ce que les médias font? Oui, nous collaborons avec les médias, même si par moment on aimerait collaborer beaucoup plus que ce qui est fait déjà. Il y a peut-être, ce sont les organisations qui ignorent le fonctionnement des médias, mais toujours est-il qu'il y a le problème de financement. Je prends le cas de l'Association des femmes juristes de Côte d'Ivoire. Il y a des activités que nous menons sans financement. Il y a des textes de loi qui sont votés, il y a des réformes. L'association décide d'organiser au siège un atelier ou simplement expliquer. Donc là, c'est sur fonds propres. Donc on ne demande pas, on ne va pas aller demander de l'argent à un bailleur juste pour parler des questions et de l'impact des réformes pour les femmes, pour la société, etc. Et on va solliciter les médias pour la couverture. Et nous, dans notre travail, très souvent, on utilise les médias pour la couverture de nos activités, mais on le fait quand il y a un financement pour pouvoir donner au moins le transport ou un cachet aux journalistes pour être sûr que la couverture sera effectuée, qu'on verra ce qu'on a fait. Et quand on va vers les médias, c'est payant. Si c'est les médias qui viennent vers nous, on a la possibilité de pouvoir nous exprimer sans nous inquiéter de ce qu'on devra leur payer. Donc, ce qui fait qu'on n'inclut pas toujours les médias. Il y a des activités que nous faisons sans les médias qui nécessitent même que les médias puissent relayer l'information pour amplifier le message. Donc vous avez vraiment besoin des médias, que les médias s'investissent beaucoup plus à vos côtés pour se faire le relais de vos activités. Monsieur Augustin Tapé, vous qui êtes un journaliste sensible aux questions de genre, évaluez-nous un peu, faites une évaluation de ce que les médias font pour booster, on dira, les droits des femmes. Alors justement, les médias font beaucoup, mais je veux dire, n'ont pas encore intégré les questions de la dimension genre dans le traitement de l'information. Les lignes éditoriales sont beaucoup plus politisées, ce qui fait que, certains pensent que les sujets sur les droits des femmes ne sont pas vendeurs. C'est-à-dire que l'aspect commercial ressort toujours. Est-ce que, en parlant, en traitant un cas de VBG comme un fait divers, ça pourrait intéresser le public, alors que c'est une grosse erreur que les gens font. Et c'est pourquoi, justement, les consultants que nous sommes, les formateurs en journalisme sensibles aux gens, nous essayons de faire la formation. Mais quand on observe dans la presse, on constate que les sujets liés aux droits des femmes ne sont pas suffisamment traités. Et je pense que Madame a tourné le couteau dans la plaie. Ça, c'est un aspect important. Mais je le disais en aparté, vous n'êtes pas obligé, les ONG ne sont pas obligées de donner de l'argent aux journalistes. L'appareil de transport, ça, ce sont des pratiques qui arrivent souvent, mais c'est justement parce que certains journalistes ne sont pas ouverts sur les questions, ne sont pas sensibles aux gens, qu'ils pensent qu'en venant pour traiter un sujet qui est de son domaine d'activité, il a besoin d'argent faussement. Aujourd'hui, un observatoire femmes et médias en Côte d'Ivoire qui est regardant également sur tout ce qui est fait par rapport aux droits des femmes. Justement, c'est ce que je disais tout à l'heure. Dans le traitement éditorial, on constate que les médias ivoiriens ne traitent pas suffisamment les droits des femmes. Comme je l'ai dit, ils sont beaucoup plus en politique, pensant que l'aspect commercial le ressort, alors qu'il est important de faire une offre éditoriale très diversifiée. D'accord. Là, nous sommes à 2 minutes de la fin de cette émission. Vous qui représentez l'Association des femmes juristes de Côte d'Ivoire, nous avons parlé de la promotion du droit des femmes à travers les médias. Qu'est-ce que vous attendez aujourd'hui des médias pour que les droits des femmes soient promus davantage? Une fois de plus encore, je vous remercie de l'opportunité.
l'Association des femmes juristes de Côte d'Ivoire attend que les médias puissent amplifier le message. Et lorsqu'il y a des réformes qui interviennent, ils peuvent par exemple pour la presse écrite, ce jour, prendre un article de la version antérieure et un autre de la nouvelle version et pouvoir expliquer à la population. Parce que c'est important qu'on puisse comprendre. C'est pour nous que les lois sont votées. C'est pour nous qu'on construit des tribunaux. C'est pour nous qu'on construit des gendarmeries, etc. Donc c'est pour la population. Et si la population ignore même ses droits, il y a un problème. Donc qu'on puisse amplifier le message. Ils peuvent par exemple se rapprocher de l'association des femmes juristes pour pouvoir ne serait-ce qu'avoir un article sur ces lois, sur leur impact, etc. En tout cas, on attend beaucoup des médias et au sortir d'ici, j'espère pouvoir obtenir ce partenariat-là pour que le message soit vraiment amplifié. D'accord, très bien. La balle est lancée aux journalistes. Comment intégrer davantage la notion du genre pour la promotion justement du droit des femmes en Afrique? Justement, ce qu'on fait dans les types de formations que nous assurons, c'est de commencer par la tête. C'est-à-dire ceux qui sont au pouvoir de décision dans la chaîne de commandement d'un organe ou bien des médias, les sensibiliser sur l'importance de pouvoir porter les lunettes du genre, comme on le dit, pour qu'ils puissent comprendre. Parce que quand le journaliste qu'ils ont envoyé sur le terrain vient avec son papier et qu'ils ne sentent pas que ça peut avoir des répercussions commerciales, eux, ils ne vont pas pouvoir laisser passer cet aspect-là. Donc, ce qu'on conseille, nous, aux journalistes, comme nous sommes au thème de cette émission, c'est d'intégrer la dimension genre dans leurs contenus éditoriaux afin que les droits des femmes puissent être respectés. Nous sommes pratiquement à l'orée des élections de 2020, pratiquement. Il faut commencer à valoriser, promouvoir les femmes qui ont émergé, en guillemets, pour leur donner la place qu'il leur faut. Merci, Monsieur Augustin Tapé. Je rappelle que vous êtes journaliste consultant, formateur en journalisme sensible aux gens. Merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. Je vous en prie, merci beaucoup. Avec nous dans le studio, Elodie Essi Odo. Elle est la secrétaire générale adjointe de l'Association des femmes juristes de Côte d'Ivoire. Merci d'avoir répondu à nos questions. L'association Par ma voix vous remercie d'avoir pensé à nous inviter aujourd'hui et merci aussi aux consultants parce qu'il a effectivement raison qu'il faut une sensibilisation à l'endroit des responsables de la presse pour qu'ils puissent intégrer ces éléments-là. Très bien. Avec vous, monsieur, madame, nous avons parlé de médias et promotion des droits des femmes en Afrique. C'est la fin de cette émission. Merci à tous de l'avoir suivi. Bonne suite de nos programmes sur Medi 1 TV Afrique.